Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau sujet qui me tient à cœur. Dans la Bible, le livre de l'Exode nous raconte dans quelles conditions les Hébreux qui étaient esclaves en Égypte sont sortis de ce pays sous la conduite de Moïse. Plus loin, on nous raconte la conquête de la terre de Canaan, ce qui est maintenant l'État d'Israël. Alors, au sujet de la sortie d'Égypte, le pharaon ne voulait pas laisser partir cette main-d'œuvre bon marché, ça se comprend. Alors Moïse fit du chantage. Il menaça le pharaon d'envoyer un certain nombre de catastrophes, qu'on appelle les plaies d'Égypte, sur son pays. Alors les eaux ont été changées en sang, ce qu'a dit la Bible. Il y a eu une invasion de moustiques et de taons, une grêle mêlée de feu, des ténèbres qui ont duré plusieurs jours. Et pour finir, l'ange exterminateur est passé et a fait périr le fils aîné de chaque famille d'Égyptiens. C'était donc des plaies absolument épouvantables, au point que le pharaon a cédé et a laissé Moïse emmener le peuple hébreu hors d'Égypte. Ensuite, il a fallu passer à sec un bras de la mer Rouge. Qu'à cela ne tienne, les eaux se sont dressées des deux côtés et le peuple hébreu est passé à pied sec. C'est toujours la Bible qui nous raconte ça. Ensuite, Josué, qui était le successeur de Moïse, a eu besoin de conquérir ce pays de Canaan. Eh bien, un jour, il a eu besoin davantage de temps pour remporter une victoire. Il s'est écrié « Soleil, arrête-toi dans le ciel » et le soleil retarda son coucher de près d'un jour entier. Autrement dit, le soleil s'est arrêté dans le ciel, et la lune aussi. Voilà ce qu'elle nous dit la Bible. Alors, pour interpréter ces faits, il n'y a guère que deux moyens. Ou bien, pour les croyants, on dit que ce sont des miracles, rien n'est impossible à Dieu. Ou bien, pour les rationalistes, bien, ce sont tout simplement des récits fantastiques, des contes qui n'ont aucune réalité historique. Eh bien, il faut y avoir une troisième solution. Ce seraient des faits historiques qui ne doivent absolument rien au surnaturel, et qui se seraient réellement passés au cours du 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Cette théorie est due à un savant américain d'origine russe, Immanuel Velikovsky, lorsque son livre « Mondes en collision » est paru en 1949, ça a fait l'effet d'une vraie bombe. Velikovsky avait une formation de psychanalyste. Donc, sa profession consistait à faire parler ses patients, reconstituer leur passé. Eh bien, il a en quelque sorte psychanalysé la Terre. Il l'a fait parler. Il a reconstitué son passé. Et pour ça, il a consulté les annales d'une quantité extraordinaire de peuples du monde. Par exemple, le Popol Vuh d'Amérique centrale, le Codex Troano des Mayas, les traditions des Indiens du Nicaragua, du Pérou, des Esquimaux, le Kalevala de Finlande, le Zohar, le Talmud, les Midrashim des Hébreux, un manuscrit égyptien dû à un certain Hippu-Ur, le livre des morts égyptiens, l'épopée de Gilgamesh, l'Avesta de Perse, les Védas hindous, les annales chinoises et japonaises, et la liste est loin d'être complète. Or, lorsque une personne ou deux personnes racontent des faits absolument invraisemblables, on ne les croit pas. Mais lorsque 50 personnes, 100 personnes, ou 100 textes, ou 100 traditions racontent exactement la même chose, on est bien forcé d'en tenir compte, surtout si ces faits viennent de régions très éloignées les unes des autres, ce qui exclut totalement l'hypothèse d'un plagiat. Alors, Immanuel Velikovsky a donc interrogé la mémoire du monde, et ses conclusions n'ont pas plu à tous. Son livre Mondes en collision a même été fortement critiqué dans les milieux universitaires. Pourtant, Velikovsky a fait ce que doit faire tout savant digne de ce nom. Il a exposé des faits véridiques, contrôlés, et ensuite, il a tenté de les expliquer. Alors, si on résume la théorie d'Immanuel Velikovsky, voici ce que ça donne. Vers le milieu du 2e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire autour de l'an 1500 avant Jésus-Christ, disons, il se produisit un cataclysme cosmique d'une violence dont nous n'avons pas idée, probablement dû au passage d'un corps céleste de grande taille et de grande masse assez près de la Terre. Et ce passage a mis le monde à 2 doigts de sa perte. Alors, prenons quelques-uns des faits incroyables que la Bible nous raconte. La Bible, mais pas seulement elle.
La première des 10 plaies d'Égypte, les rivières changées en sang. Eh bien, la Bible raconte que les eaux du Nil se changèrent en sang, les poissons moururent et plus personne ne pouvait boire l'eau du Nil. Le papyrus Ipu'ur en Égypte rapporte également que la rivière est de sang, les hommes répugnent à boire l'eau des rivières. Dans un mythe babylonien, le monde fut rougi du sang du monstre Tiamat. Les hymnes orphiques de Grèce racontent que l'Olympe trembla de peur, la mer s'agita soulevant des vagues pourpres. D'après le Kalevala finlandais, le monde fut aspergé de lait rouge. Des manuscrits mayas rapportent également que lors du grand cataclysme, le mouvement du soleil s'interrompit et l'eau des rivières fut changée en sang. Passons à la 7e plaie d'Égypte, la grêle mêlée de feu. De la grêle, c'est quelque chose qui est glacé, ce n'est pas mêlé de feu. De la grêle qui est mêlée de feu, qui est chaude en fait, ce sont des météorites. Ce que la Bible appelle la grêle, c'est une pluie de météorites. Et les annales mexicaines de Cautitlan racontent également que le cataclysme s'accompagna d'une pluie de pierres brûlantes. La 9e plaie d'Égypte, la longue nuit. D'après la Bible, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Le papyrus égyptien Ipu'ur dit que la terre fut privée de lumière. Une autre inscription égyptienne dit que ce fut une telle tempête que ni les hommes ni les dieux ne pouvaient voir les visages de leurs voisins. L'épopée de Gilgamesh raconte que toute clarté devint ténèbres. Le Kalevala finlandais rapporte que le soleil ne brillait plus. On se demandait comment vivre sans soleil et sans lune. En Perse, un texte parle de ténèbres qui enveloppent le monde en plein jour. En Inde, un autre texte parle d'un âge du monde qui se terminait par une nuit et un jour qui durèrent autant que 3 nuits et 3 jours ordinaires. On pourrait donc passer en vue tous les textes, toutes les traditions de tous les peuples du monde et on retrouverait les traces d'un cataclysme qui a été visible et observable de tous les points du monde. Maintenant, quelques mots sur ce fameux passage de la mer Rouge, épisode bien connu. D'après la Bible, les Hébreux marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ne soyons pas étonnés de ne pas retrouver ce phénomène dans les traditions des autres peuples du monde. Il est bien évident qu'il n'y a pas une mer rouge dans chaque pays du monde. C'est un phénomène local. Malgré tout, citons les hymnes homériques de la Grèce qui rapportent que l'Olympe se mit à osciller, les vagues pourpres de la mer se dressèrent tel un mur. Voilà qui ressemble singulièrement au dire de la Bible. Ensuite, 52 ans plus tard, Moïse est mort. Son successeur Josué conquiert la terre de Canaan. Un jour qu'il livre une bataille, il se rend compte qu'il n'a pas suffisamment de temps pour remporter la victoire avant le coucher du soleil. Alors, il s'écrie « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le texte biblique ajoute cette affirmation incroyable, et le soleil s'arrêta. Et la lune se tint immobile jusqu'à ce que la nation eût remporté la victoire. Le soleil se tint immobile et retarda son coucher de près d'un jour entier. Eh bien, au XVIe siècle, on a recueilli des traditions des Indiens d'Amérique latine. D'après eux, le soleil se leva à peine au-dessus de l'horizon et s'y arrêta au cours d'un cataclysme. D'après les annales de Cautitlan, également, au cours de ce cataclysme, la nuit se prolongea très longtemps. D'autres annales mexicaines parlent d'une nuit 4 fois plus longue qu'une nuit normale. Il est évident qu'au Mexique, on n'avait pas copié la Bible. Or, entre le Mexique et Israël, la différence de longitude est de 135 degrés, ce qui correspond à 9 heures de rotation terrestre. Une nuit anormalement longue au Mexique correspond à un jour anormalement long en Israël, c'est évident. Comment expliquer tous ces événements incroyables à la lumière de la raison et de la science? Dans le ciel, il y a des comètes qui se déplacent par milliers. Certaines ont une trajectoire elliptique, celles-là sont périodiques, elles reviennent. D'autres ont une trajectoire parabolique, celles-là, après un passage, se perdent dans l'espace et ne reviennent pas. Que se passerait-il si l'une de ces comètes venait à passer à proximité du globe terrestre?
Sous l'influence des lois de la gravitation, il se produirait des éruptions volcaniques d'une violence absolument extraordinaire. La mer serait secouée par un immense ouragan. C'est l'astronome Lalande qui a calculé que des vagues, dans ce cas, pourraient atteindre jusqu'à 4 km de hauteur. Il se produirait des décharges électriques, certainement, entre la Terre et la tête de la comète, au point que des peuples superstitieux croiraient voir dans le ciel un combat entre leur divinité et une autre divinité. La rotation de la Terre serait certainement perturbée, peut-être ralentie. Le Soleil pourrait paraître à ce moment-là immobile dans le ciel, au moins pendant quelques heures. Il se produirait peut-être un déplacement des pôles, ce qui donnerait même l'illusion d'une inversion du sens de rotation terrestre. Il y aurait des séismes d'une violence dont nous n'avons pas idée. La Terre pénétrerait dans la queue de la comète. D'après les astrophysiciens, cette queue comporte des pigments couleur de rouille. Et à ce moment-là, ces pigments donneraient aux rivières terrestres une couleur qui les ferait ressembler à du sang. Sous l'influence des cendres et des gaz qui balayeraient la Terre, il s'installerait d'épaisses ténèbres. Voilà une vision cauchemardesque. Je précise qu'elle n'est pas de moi. Elle résulte des travaux des astrophysiciens que Velikovsky a repris à son compte et que moi je me contente de résumer. Et Velikovsky affirme que ce cataclysme eut réellement eu lieu autour de l'année 1500 avant l'ère chrétienne, au milieu du second millénaire. Et c'est tout à fait par hasard que ce cataclysme s'est produit au moment où les Hébreux sortaient d'Égypte et conquéraient la terre d'Israël. D'après Velikovsky, il y eut 2 cataclysmes, séparés par un intervalle de 52 ans. Ce qui se comprend assez bien, la comète a dû passer 2 fois près de la Terre, une fois à l'aller, une fois au retour. Pourquoi 52 ans? On remarque que dans les traditions d'énormément de peuples du monde, il y a une histoire de 2 cataclysmes séparés par 52 ans, notamment dans le calendrier des Mayas d'Amérique centrale. Ce qui est surprenant, c'est que toutes les traditions nous rapportent qu'à la suite de ce cataclysme, la Terre bascula et les pôles s'inversèrent. En effet, pour les hommes qui ignoraient que la Terre est ronde et qui la considéraient comme un disque plat, ce phénomène fut perçu comme une inversion du sens de rotation. En Égypte, le papyrus Ipu'ur dit que le monde fut retourné à l'envers comme la roue d'un potier. D'autres papyrus égyptiens disent que le sud devint le nord et le monde se retourna. On trouve des échos de ces phénomènes chez Platon, chez Sophocle, chez Ovide, ainsi que dans l'Edda scandinave, dans le Kalevala finlandais, dans les traditions des Chinois, des Esquimaux, des Aztèques, des Mayas. Dans le Coran, sourate 55, se trouve un verset extrêmement mystérieux. Allah est le souverain des 2 Orients, le souverain des 2 Occidents. Pourquoi donc 2 de chaque, si ce n'est pour faire allusion à l'Ancien et au Nouveau? De plus, de nombreux témoignages, notamment ceux dus aux roches magnétiques, nous conduisent à penser que l'un des pôles, le pôle Nord évidemment, se trouvait à 2500 km du pôle actuel, approximativement dans la terre de Baffin, au nord du Québec. Autre chose, il n'a jamais été possible d'expliquer l'extinction des mammouths. On a retrouvé leurs cadavres congelés par centaines, voire par milliers, dans les étendues glacées de la Sibérie du Nord. Mais leurs estomacs contenaient encore des restes de plantes tropicales non encore digérées. Comment auraient-ils pu brouter des plantes tropicales sous les tropiques et ensuite mourir congelés en Sibérie du Nord? C'est impossible. Or, si l'un des pôles était bien dans la terre de Baffin, comme le suppose la théorie de Velikovsky, le nord de la Sibérie jouissait d'un climat tempéré, voire tropical. Et les mammouths sont morts tout simplement d'un changement de climat extrêmement brutal en quelques minutes que le déplacement des pôles explique fort bien. Qu'est donc devenue cette comète qui a failli causer la perte de l'humanité? On sait que les planètes qui sont visibles à l'œil nu sont au nombre de 5. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Or, on a trouvé des listes de planètes en Turquie, à Babylone, en Inde, qui mentionnent 4 planètes seulement. Il manque Vénus. C'est d'autant plus étonnant que Vénus est une planète qui se voit extrêmement bien à l'œil nu. À Babylone,
même. Vénus était nommée la grande étoile qui s'est jointe aux autres étoiles. Notons aussi que toutes les mythologies pratiquement racontent la naissance de Vénus. Aucune ne raconte la naissance de Mars, ni de Jupiter, ni de Saturne. Et quantité de peuples anciens prétendaient que Vénus possède des cornes, c'est-à-dire qu'elle avait la forme d'un croissant, comme la Lune, ce qui veut dire qu'elle a des phases. Or, les phases de Vénus ne sont absolument pas visibles à l'œil nu, mais seulement au télescope. Mais peut-être que ces phases étaient visibles à une époque où Vénus était beaucoup plus proche de la Terre. Donc, d'après cette théorie de Velikovsky, pas de moi bien sûr, Vénus, tout simplement, cette comète, tout simplement, aurait été captée par le système solaire et serait devenue Vénus, une planète bien sage. Tout ceci paraît tellement fantastique qu'on a envie de tout rejeter en bloc. Pourtant, cette vision du passé de notre Terre vient d'un homme qui n'avait rien d'un farfelu et qui possédait une érudition extraordinaire. Et j'insiste sur le fait que Velikovsky ne met rien de ce qu'il avance sur le compte du surnaturel. Dans les années 50, le monde scientifique dans son ensemble rejeta totalement Velikovsky comme il a toujours rejeté les idées nouvelles. Pensons à Galilée. Mais peu à peu, certains scientifiques se sont dit que, après tout, chez Velikovsky, tout n'est peut-être pas à rejeter. Petit à petit, on y vient. Le grand physicien allemand Max Planck disait « La vérité ne triomphe jamais, mais ses adversaires finissent par mourir. Soyons patients. » Je vous signale mon livre « Et le soleil s'arrêta ». Por la esperantistoj mi informas ke tiu libro existas en Esperanta versio kaj la suno haltis. Ĝis revido. Au revoir.